Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité. Et c'est l'une des informations principales de ce jeudi. L'Union africaine suspend le Soudan jusqu'à l'établissement d'une autorité civile de transition. Décision annoncée après une escalade de la violence lundi dans la capitale Khartoum. Sur les violences post-électorales au Bénin les 1er et 2 mai, la justice veut entendre Thomas Boni Yayi. L'ancien président va être auditionné vendredi par un juge d'instruction en charge de l'enquête. Ahmad Ahmad dans le viseur de la justice française. Le président de la Confédération africaine de football a été interpellé à Paris. Une information confirmée par la FIFA. Il serait question d'une enquête au sujet d'une rupture unilatérale d'un contrat avec un équipementier. L'Union africaine suspend donc avec effet immédiat le Soudan. L'institution exhorte les autorités à mettre en place une autorité civile de transition. Depuis le renversement par l'armée du président Omar el-Béchir le 11 avril, c'est un conseil de transition qui est au pouvoir, un conseil militaire. Et cette décision de l'Union africaine intervient 4 jours après le coup de force de l'armée contre les manifestants dans la capitale Khartoum, faisant au moins 108 morts et plus de 500 blessés. Vina Nodin. Le Soudan, plongé dans l'instabilité, la dispersion brutale d'un sit-in à Khartoum pour exiger la mise en place d'un gouvernement civil a fait une centaine de morts et plus de 500 blessés selon le dernier bilan du comité central des médecins. Un bilan contredit par les autorités militaires qui de leur côté évoquent une quarantaine de victimes. Sur le terrain, les cartes semblent rebattues. Après avoir annoncé l'annulation de l'accord de transition, le Conseil militaire a fait volte-face et s'est dit ce mercredi 5 juin ouvert aux négociations sans restriction. Mais pour l'opposition et les manifestants, il n'en est plus question. Les militaires ont franchi les Rubicons. Faire 108 morts, une répression que l'on croyait vouée au passé avec le départ de Béchir, faire ce genre de répression, c'est vraiment déplorable. Et la deuxième chose, c'est qu'ils utilisent aussi une milice privée. Une milice qu'ils ont fait revêtir du chapeau des islamistes. Donc ça, c'est déjà le deuxième point. Mais si on veut vraiment aller de l'avant, sortir les Soudans de l'ornière, il faut absolument que les négociations aboutissent. Cette dégradation de la situation a été vivement condamnée à l'international. L'Union africaine a annoncé ce 6 juin la suspension avec effet immédiat de la participation de la République du Soudan à toutes les activités de l'Union africaine et ce, jusqu'à l'établissement effectif d'une autorité civile de transition. L'Union africaine réagit en retard. La crise a commencé à couver depuis longtemps et depuis le départ forcé du président Béchir, l'Union africaine aurait dû réagir. C'est qu'elle n'a pas fait. Donc c'est quand même un peu tard. Maintenant, nous avons 2 forces en présence. D'un côté, les militaires qui sont les anciens collègues du président Béchir, qui ont un comportement corporatiste. Et de l'autre, nous avons une société civile assez active qui a montré par tout ce qu'il y a eu comme manifestation ces derniers temps qu'elle peut se prendre en charge, manifester, dégager l'ancien président. Donc il faudrait une organisation extérieure. L'Union africaine réagit malheureusement en retard pour essayer de trouver un terrain d'entente entre ces 2 camps aux intérêts diamétralement opposés. Une autorité civile, seul moyen selon l'institution panafricaine de permettre au Soudan de sortir de la crise actuelle. Le Conseil militaire de transition suivra-t-il cette recommandation? Rien n'est moins sûr. Pour l'heure, une chose est certaine, la répression militaire n'a pas étouffé l'espoir de liberté d'un peuple qui annonce d'ores et déjà de nouveaux rassemblements. C'est la confusion ce jeudi encore au Bénin, dans la capitale Cotonou, autour du domicile de Thomas Boni Yayi. Depuis mercredi, des policiers auraient entreposé en conteneur devant le garage de l'ancien président, bloquant ainsi toute sortie de véhicules. Et c'est devant ce même domicile que sont survenues les violences post-électorales des 1er et 2 mai. Au sujet de ces événements, Thomas Boni Yayi doit être entendu ce vendredi par la justice au domicile même de l'ex-chef d'État. Reportage entre correspondants.
L'ancien président de la République du Bénin, Thomas Boni Yayi, sera écouté ce vendredi 7 juin 2019 par le cabinet du juge d'instruction Aubert Kodjo du tribunal de première instance de Cotonou. Cela fait déjà un mois que l'ancien président Boni Yayi du Bénin n'est pas sorti de son domicile depuis les émeutes post-électorales en début mai. Alors que le gouvernement dément toute assignation à résidence de l'ancien chef d'État, un bureau mobile de la police républicaine a été établi à l'entrée du domicile de Boni Yayi. Les présumés coupables doivent répondre de leurs actes. Nul n'est au-dessus de la loi. Je pense que c'est à cause de sa sécurité qu'on observe la présence des conteneurs bureaux de la police républicaine à proximité de sa maison. Ce n'est pas encore une situation déplorable. La situation sociopolitique du pays notamment et celle de l'ancien président Boni Yayi avait attiré l'attention de plusieurs organismes de défense des droits de l'homme, dont l'ex-chef d'État français François Hollande. Amnesty International avait déploré à travers un communiqué en date du 14 mai tous les actes de violation des droits de l'homme et avait demandé le retrait des forces de sécurité postées à l'entrée de la rue de l'ancien président Yayi Boni. Yayi ne mérite pas ça. Le peuple lui doit beaucoup de récompenses. Le peuple béninois n'a pas besoin de ça pour Yayi Boni. Le peuple béninois veut que Yayi Boni soit mis en liberté. Parce qu'après tout, il a servi le peuple. Il a aidé beaucoup de personnes, il a aidé beaucoup de gens. Aucun ancien président au Bénin n'a vécu ce sort que Yayi Boni est en train de vivre aujourd'hui. L'ancien président de la République du Bénin, Thomas Boni Yayi, a formulé un recours contre l'État béninois pour torture morale et autres violations des droits de l'homme. La plainte a été déposée à la Cour de justice de la CEDEAO le vendredi 17 mai 2019. La répression post-électorale a occasionné au moins 4 morts selon Amnesty International. Au Togo, la Cour suprême a rendu public ce 5 juin la liste définitive des candidats aux prochaines élections locales. Près de 12 000 candidatures avaient été enregistrées par la commission électorale. Le Togo qui s'apprête ainsi à tenir ces élections locales, les premières depuis plus de 30 ans. Elles se dérouleront le 30 juin. Le dernier scrutin de ce genre date de 1987. Et pour en parler, nous recevons ce soir le président du Parti des Togolais, Nathaniel Olympio. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, ces élections vont donc se tenir quelques mois après les élections législatives boycottées par l'opposition. Dans votre formation, le Parti donc des Togolais, vous estimez que la récente révision de la liste électorale n'est toujours pas conforme aux réalités du terrain. Est-ce que vous comptez, oui ou non, participer à ces élections au regard du constat que vous venez de faire ? Je vous dirais que les élections au Togo n'ont jamais eu de caractère équitable ni de transparence. Et celles qui viennent ne vont pas déroger à cette règle. Et le Parti des Togolais a exprimé qu'il n'était pas concerné par ces élections. En revanche, je vous dirais ce qui préoccupe les Togolais. Vous savez sans doute que récemment, il a été noté la présence d'extrémistes au nord du Togo. Pour lutter contre ce type de fléau, il faut que toutes les composantes de la nation participent, particulièrement le peuple, qui peut être un relais important d'information aux forces de sécurité et de défense. Mais il se trouve que l'État togolais refuse de donner des cartes nationales d'identité aux citoyens. 85% des Togolais n'ont pas de carte nationale d'identité. Comment les gens peuvent-ils avoir le sentiment d'appartenir à une nation, développer le patriotisme qui les amènera à lutter contre ce type de fléau? On ne peut pas mener une lutte efficace contre le terrorisme si on ne donne pas de carte nationale d'identité aux citoyens. Un dernier chiffre, oui, je vous en... 75% des Togolais, selon l'Organisation internationale de la francophonie, 75% des Togolais n'ont même pas d'acte de naissance. Ce problème que d'autres pays ont connu, ce problème a été résolu par d'autres pays en faisant simplement des audiences foraines qui permettent de délivrer des jugements supplétifs d'actes de naissance aux citoyens. Alors justement, le Togo doit s'inscrire dans cette démarche-là. Alors, vous avez rappelé effectivement les différentes priorités, les préoccupations principales des Togolais. Est-ce que vous ne craignez pas qu'en boycottant ces élections, sachant que vous avez boycotté les précédentes élections législatives, cela ne fragilise pas davantage cette opposition extra-parlementaire, il faut bien le souligner. Ce qui intéresse les Togolais, ce n'est pas simplement d'organiser des élections, mais
c'est d'organiser des élections qui prennent en considération leur vote, qui prennent en considération leurs aspirations. Et donc, le principe n'est pas que les partis politiques, en tout cas que notre parti, se précipitent à une élection. Nous nous battons sur les principes. Et le principe, c'est de rendre les conditions des élections au Togo acceptables, équitables et transparentes. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et nous continuerons à nous battre sur ces sujets-là. Mais ces élections constituaient pourtant l'un des seuls instruments politiques que vous avez en termes de pression. C'est pour cela, justement, qu'il faut que ces élections soient organisées dans de bonnes conditions. Il ne suffit pas de se lever et d'organiser des élections pour la forme. Il faut que cela représente le mécanisme, l'instrument de régulation d'une démocratie. Au Togo, ça n'est pas encore le cas. Et c'est pour ça que nous nous battons pour que les conditions des élections soient quelque chose d'accepté et acceptable pour tout le monde. Mais quelle marge de manœuvre vous avez par rapport au régime pour pouvoir enclencher ces différentes réformes en vue d'aboutir effectivement à une transparence des prochaines élections locales? Un peuple a toujours tous les moyens. Il faut qu'il se batte et c'est pour ça que les Togolais sont toujours déterminés. Depuis août 2017, les Togolais sont dans la rue, ils revendiquent et ils vont continuer à mener cette lutte-là pour que leur dignité leur soit restituée, pour que les Togolais ne soient pas, je dirais, jetés en prison, les leaders politiques ne soient pas jetés en prison comme c'est le cas de Ouro Dikpa, un cadre du Parti national panafricain qui depuis plusieurs semaines se trouve dans les geôles du régime sans aucune inculpation. Tout cela pousse les Togolais à être déterminés, à être engagés pour obtenir des conditions acceptables. Alors peut-être une dernière question très rapidement. Vous avez quitté la C14 en raison de divergences au sujet de la révision du fichier électoral. Est-ce que ce n'était pas finalement qu'un prétexte, puisque vous n'êtes pas fondamentalement opposé sur les enjeux principaux, à savoir le retour à la Constitution de 1992 ou encore l'alternance politique? Je pense que parfois, la recomposition d'un paysage politique est de nature à redynamiser la lutte. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et vous verrez que dans les prochaines semaines et mois à venir, la lutte togolaise reprendra encore du poil de la bête. Nathaniel Olympio, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président du Parti des Togolais. Merci beaucoup. Merci à vous. À 2 semaines du coup d'envoi de la CAN 2019, le président de la Confédération africaine de football, le Malgache Ahmad Ahmad, a été interpellé ce jeudi à Paris où se tient le congrès annuel de la FIFA. Le président de la CAF aurait été entendu par les autorités françaises dans le cadre d'une affaire de corruption sur un contrat avec un équipementier. Solène Duplessis. Ahmad Ahmad dans le viseur de la justice. Le président de la Confédération africaine de football était depuis un certain temps accusé d'être impliqué dans plusieurs scandales financiers. C'est finalement ce jeudi 6 juin qu'il a été interpellé à Paris, où il séjournait à l'occasion du congrès électif de la FIFA. La fédération n'aurait pour l'heure pas connaissance des détails de l'enquête et demande plus d'informations aux autorités françaises. Effectivement, l'interpellation a eu lieu. À ce stade, la CAF attend de savoir exactement pour quel dossier Ahmad a été interpellé. Son avocate est avec lui. Nous sommes en train de suivre la situation. L'un des dossiers soupçonnés d'être à l'origine de l'enquête, l'annulation par Ahmad Ahmad d'un contrat qui liait la CAF à Puma à la veille du CHAN 2018 sans payer les pénalités. Et ce au profit de la firme française Tactical Steel, l'entreprise qui a facturé à la CAF 830 000 $ de plus que la somme demandée par Puma pour un service équivalent. La CAF a suspendu, a rompu son contrat avec cet équipementier en s'associant bien sûr à la société Tactical Steel pour s'allier qui est un trait d'union avec la société Adidas et bien sûr il y a des suspicions comme quoi il y avait des malversations, il y avait de la corruption entre cette société. L'ex-secrétaire général de la Confédération, c'est lui qui était mandaté par Ahmad Ahmad pour rompre et pour faire la transition avec les deux sociétés. Lui, il a déclaré que la décision a été faite collégialement et dans la bonne et due forme. Notons que les transactions entre la CAF et la firme Tactical Steel sont estimées à près de 3 millions de $. D'autres membres de la Confédération africaine de football pourraient également être auditionnés à leur tour. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.